Hello, c'est Laurent. Bon, là, je vais être en roue libre avec cette vidéo. Le but de cette vidéo, déjà, est-ce que vous avez un intérêt à la regarder? On va commencer par là. Ça peut vous intéresser si vous vous retrouvez sur les sujets de la neurodivergence, c'est-à-dire vous retrouvez dans les profils autistes TDAH, donc TSA, TDAH, mais que pour l'instant, soit vous n'avez pas passé de bilan, que ce soit de bilan en libéral ou bien de bilan avec les centres ressources autisme, hein, les CRA. Soit vous n'avez pas envie de le faire parce que vous avez peur du résultat, ou soit vous avez déjà passé un bilan et les résultats ne correspondent pas à votre ressenti, mais plutôt que vous apporter des réponses, ça soulève plus de questions et ça apporte plus de souffrance que ça n'amène de réconfort. Alors, vous devinez avec ma dernière phrase que moi, en fait, je suis dans le dernier cas. Et le but de cette vidéo, justement, c'est déjà, c'est thérapeutique pour moi, je ne vais pas vous le cacher, de pouvoir parler sans filtre, sans montage, prendre mon temps. D'habitude, je fais quelques shorts avec cette chaîne YouTube. Là, j'ai décidé de me poser parce que c'est une vidéo fondatrice, hein, qui explique pas mal de choses qui vous permettront de mieux me connaître, mais peut-être aussi de mieux vous, comment dire, vous identifier. Peut-être qu'on partage des choses ensemble. Donc, par où commencer avec tout ça? Là, on va parler, surtout dans cette vidéo du bilan et des effets, d'un bilan ou du doute. En fait, c'est plutôt ça. Le thème général de cette vidéo, c'est plutôt le doute. C'est-à-dire, à partir du moment où on se retrouve dans le profil, par exemple, TSA ou TDAH, et le moment où on a un tampon officiel ou même le moment où on a un validé, et après, voilà, on a cette phase de doute où tant qu'il y a personne d'extérieur qui nous a validé, et ben en fait, on se dit: «Ça se trouve, je m'invente tout, ça se trouve, c'est n'importe quoi», et c'est pour ça que ça peut être une bonne idée parfois d'aller voir des professionnels. Sauf que, je sais qu'il y en a beaucoup et moi c'était mon cas, qui une fois qu'ils ont mis, des explications sur leur fonctionnement et que une fois que tout ça, ça explique une grande majorité des points d'interrogation de leur vie, après ça demande du courage, d'aller faire une démarche, diagnostique ou de bilan en neuropsy, parce que qu'est-ce qui se passe si derrière on nous dit: «Ah mais non, c'est pas ça du tout, vous êtes tout inventé». Pourtant, nous, on a fait une démarche d'introspection, on a compris, on a des nouveaux éléments de compréhension de notre vie. Tout ce qu'on veut maintenant, c'est qu'on nous dise qu'on n'est pas fou. Voilà. Donc ça, moi, c'était ma démarche. Je ne sais pas si vous allez vous retrouver dedans. Alors, avant de vous parler du bilan de neuropsy, du résultat, je peux déjà vous dire, hein, pour enlever du suspense, là, le but, c'est pas de faire du suspense pour le watch time sur YouTube, hein. C'est que j'ai passé un bilan de neuropsy qui a conclu un TDAH avec, anxiété et perfectionnisme sans TSA. Alors que moi, je m'étais, identifié, TSA plus TDAH et j'ai l'impression que le bilan, justement, est passé à côté. Et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo aussi. Donc c'est une vidéo sur le doute personnel, mais c'est aussi une vidéo sur, le contexte, sociaux, je ne sais pas comment dire, avec, le corps médical ou avec, les professionnels, les experts. Parce que souvent, on nous dit que nous, «patients» entre guillemets, on peut se planter, parce qu'il y a l'effet Barnum, le fait de se reconnaître dans des descriptions. Il y a l'effet biais de confirmation qui fait qu'une fois qu'on s'est identifié dans un profil, on va réinterpréter, toute notre vie ou on va sélectionner tous les souvenirs de notre vie pour que ça corresponde à ce profil. Ce qui est un biais tout à fait, juste et important à connaître justement pour pas se tromper nous-mêmes, c'est pas le but. Mais voilà, dans tout ça, ce qu'on oublie de dire, c'est que les professionnels aussi sont biaisés. Et surtout pour des cas complexes, hein. S'il y a des cas d'autisme, non verbaux par exemple, et cetera, ou de retrait scolaire, suite à une anxiété, démesurée, là on prend le sujet au sérieux, on va au fond des choses et cetera. Mais si on est dans le cas de quelqu'un qui comme moi par exemple à 41 ans, a monté sa propre activité à succès, est marié, a une fille, a des amis et cetera, et à ce moment-là, il y a pas mal de biais du côté, également des professionnels. Et c'est ce qu'on va explorer, dans cette vidéo. Alors, juste avant, hem, peut-être donner un peu de contexte. Moi, je me suis toujours senti, en décalage depuis tout petit avec les autres. Ça m'a pas empêché, d'avoir des amis. Ça m'a pas empêché d'être accepté, de faire partie de groupes d'amis. En revanche,
j'ai jamais ressenti de plaisir ou j'ai jamais ressenti une connexion dans une dynamique de groupe. Ce que je veux dire par là, c'est que depuis tout petit, j'ai toujours la seule façon pour moi de tirer parti des amitiés ou des groupes, c'était dans les interactions de un à un. Parce que dans ce mode de communication, on peut avoir des discussions profondes avec les gens, des discussions authentiques. Voilà, et ça, c'est quelque chose qui me correspondait pas mal. Alors j'ai navigué comme ça en me disant bon bah qu'après tout je suis peut-être un peu différent, mais je suis peut-être introverti, je préfère les discussions profondes, ok, bah je suis comme ça et puis c'est tout. Euh, mais avec le temps, je me suis rendu compte de plus en plus que j'avais quand même une fatigue sociale qui était de plus en plus marquée. C'est-à-dire qu'après des interactions, après des sorties, etc., moi j'ai besoin de solitude pour me ressourcer. Généralement, je me ressource avec des centres d'intérêt qui sont d'ailleurs pas toujours les mêmes, hein, qui peuvent évoluer avec le temps, mais il y a quand même des centres d'intérêt qui reviennent tout le temps pour moi, notamment la musique, la psychologie, les biais cognitifs, la philosophie. Il y en a peut-être d'autres là qui me viennent pas sur le moment, mais en tout cas, voilà, ça c'est des choses qui reviennent souvent. Ok, donc bah là j'ai déjà commencé par faire une belle digression à tel point que je sais plus ce que j'étais en train de raconter. J'étais en train de raconter peut-être un peu mon sentiment de décalage. Oui, ça y est, j'étais en train de raconter après ma fatigue sociale de plus en plus marquée. Et après, donc ce qui s'est passé, c'est que moi donc je suis marié, j'ai une fille que j'adore. Il se trouve que ma fille, donc là je vais pas rentrer dans le détail de son cas, c'est pas le but de la vidéo, mais depuis tout petite, elle avait aussi son lot de difficultés. On l'a amenée voir une psychologue dès l'âge de 3 4 ans, parce qu'il y avait des différences notables par rapport aux autres enfants, notamment chez la nounou. Et en fait, ça m'a permis de mettre le pied dans le monde. Dans le monde. Attendez, j'ai une notification, boum, ça me fait bugger, c'est normal. Ok, je me reprends, je reviens à ce que je disais. Euh, Là, il faut que je me remette dans le truc. Ça, c'est problème typique TDAH, c'est-à-dire j'ai eu une notification sur mon téléphone, ça me fait oublier ce que j'étais en train de dire, et il faut que je me remette dans le coup. J'arrive. Authentique, hein, non censuré, il n'y aura pas de montage. Ma fille. J'étais en train de parler de ma fille. Quel bonheur de retrouver son fil de pensée. Donc ma fille, voilà, qui du coup, on l'a amenée chez une psychologue. Et moi, ça m'a permis de voir qu'est-ce que ça faisait d'aller chez un psy, parce que jusque-là, et même si par le passé, je ne vais pas vous faire tout mon historique, mais j'ai eu des crises d'angoisse assez violentes, notamment en contexte professionnel, avant de démarrer mon activité d'indépendant. Malgré tout ça, j'avais jamais passé la porte du psy, parce que j'étais un peu plutôt moi dans l'auto, comment dirais-je, enfin, je travaille moi-même sur moi. Alors, vous savez, j'étais dans le développement personnel, je lisais plein de bouquins, voilà, ça fait partie aussi de mes centres d'intérêt, pour aller mieux, pour me comprendre, etc. Et du coup, je me disais, j'ai pas besoin d'un psy. Les psys, c'est pour ceux qui vont pas bien, c'est pour ceux qui sont vraiment malades, qui ont des choses graves, etc. Et sauf que le fait d'avoir mis le nez chez une psy pour la première fois, bah déjà, ça m'a permis de voir comment ça se passait. Parce qu'avant, je ne savais pas comment ça marchait. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, cette psy, elle a l'air bien pour ma fille, et si moi, j'allais la voir. Alors au début, je pensais pas la voir pour des raisons personnelles, mais je pensais plutôt la voir pour des raisons coaching, boulot, entre guillemets. Je me disais, est-ce que vous faites ça un peu? Parce que voilà, pour le boulot, j'avais du perfectionnisme, j'avais des choses à voir, etc. Même si finalement, le boulot, bah, dans mon cas, c'est très lié au personnel. Et donc, ça m'a permis de mettre le pied dans le monde bah, de la psychothérapie. Et là, j'ai énormément avancé avec elle. Alors, je vais vous faire la version courte, hein, parce qu'après, j'ai eu une autre psy plus tard, mais là, je me rends compte que si je vous détaille tout dans cette vidéo, la vidéo va faire 3 heures. Donc simplement ce que j'aimerais faire remonter, c'est qu'avec cette psy, j'ai réussi à aller plus loin dans l'introspection que j'étais jamais allé moi-même avec le développement personnel. Donc pour dire que même si avec les psys et les professionnels parfois c'est très difficile, bah malgré tout moi je suis obligé d'admettre que c'est ça qui m'a débloqué les choses. Même si après il y a beaucoup de choses que j'ai fait de mon côté tout seul. Et notamment ce que j'ai mis en évidence, c'est que moi j'avais une hyper-vigilance sociale. C'est-à-dire que je ressens énormément les énergies, je ressens tout de suite si les gens vont bien, s'ils vont pas bien, s'ils sont de bonne humeur, s'ils sont de mauvaise humeur, je ressens les émotions, etc. Et là, je fais une petite digression. Le fait de ressentir tout ça, pour moi, ça niait de base que je pouvais être autiste. Parce que pour moi, c'est la définition
inverse, l'autisme. C'est-à-dire que on ressent pas, on n'est pas capable voilà, de sentir les émotions des autres, on les reconnaît pas, etc. Mais j'ai confondu justement à ce moment-là l'hypervigilance et l'intuition sociale. Parce que je finis ma digression ici. C'est intéressant, c'est le fait que l'hypervigilance, c'est justement parce que il me manque cette intuition de social, de savoir si quelqu'un est bien ou pas bien, pour quelle raison il est bien ou pas bien. Là, normalement, pour quelqu'un de neurotypique, c'est le contexte, c'est tout le contexte, tous les éléments du contexte qui vont permettre de savoir, oui, cette personne est contente parce que si ça, il s'est passé ça dans sa vie hier, puis là, aujourd'hui, il vient de se passer ça, etc. Mais pour eux, c'est inconscient, c'est automatique. Et voilà. Alors que moi, justement, parce que j'ai pas ça intuitivement, je l'ai remplacé par un mécanisme d'hypervigilance où je suis attentif aux moindres signes. Mais par contre, quand quelqu'un va pas bien, je ne sais pas pourquoi cette personne ne va pas bien. Et c'est là où je vais essayer de deviner par le mental quelles sont les raisons pour lesquelles cette personne va bien ou pas. Et parfois, justement, pour éviter d'avoir à ressentir le mal-être des gens, par exemple en soirée, si je sens que quelqu'un n'est pas bien, pour moi, la seule solution que j'ai pour ça, c'est de faire en sorte par tous les moyens que cette personne aille mieux, en lui posant des questions, en faisant des blagues, etc., pour que j'arrête de ressentir son mal-être. Et ça, je l'ai identifié avec ma psy, justement, qu'il y avait une sorte de fusion émotionnelle entre les émotions des gens et mes propres émotions à moi. Je finis par plus savoir, attends, mais moi, est-ce que c'est moi qui vais pas bien ou est-ce que c'est la personne en face? Et du coup, de façon inconsciente, pour arrêter de ressentir cette souffrance, plutôt que de défusionner avec l'émotion de l'autre, ma stratégie jusque-là, c'était de faire en sorte que les gens soient bien en permanence. Sauf que c'est une stratégie très énergivore parce qu'on est toujours justement dans le contrôle de la situation et du coup on perd, on est dans le mental et on perd le côté authentique de la situation. On se détache de nous-mêmes. Aïe aïe aïe, ça croyez-moi à terme, mais ça peut être très dommageable et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour ça qu'on parle de ces sujets, peu importe l'étiquette qu'on met derrière d'ailleurs, hein. Vous qui regardez cette vidéo, peut-être que vous êtes TDAH, peut-être que vous êtes autiste, peut-être que vous êtes hypersensible, peut-être que vous êtes autre chose, on ne sait pas. Mais là, pour moi, le sujet des étiquettes, par exemple TSA, TDAH, etc., le sujet des étiquettes, c'est surtout qu'elles nous permettent d'avoir un ensemble d'éléments de compréhension de notre fonctionnement. Et si on se reconnaît dans une étiquette, ça va nous donner un ensemble justement d'éléments qui vont nous permettre de mieux nous comprendre nous-mêmes. Et c'est pas juste pour l'étiquette, moi je suis TSA parce que ça fait bien, ou moi je suis TDAH parce que j'ai vu une vidéo TikTok, etc. Non, en tout cas moi je suis pas dans cette démarche, je suis dans cette démarche de mieux être pour moi-même pour ensuite mieux être avec les autres. Et donc, digression sur digression. Mais si vous avez mon type de cerveau, je pense que ça ne doit pas être comment dire, désagréable pour vous. Moi, je sais que je suis d'autres créateurs qui partent dans tous les sens, mais comme mon cerveau fonctionne de cette manière aussi, finalement, je trouve que c'est assez agréable à constater qu'il y a d'autres personnes qui fonctionnent comme nous. Mais je vais quand même essayer d'avancer un peu sur mon sujet, parce que là, ça fait déjà 13 minutes que je parle, et je suis toujours pas arrivé à mon bilan neuropsy. Alors, juste, là, c'était pour vous dire, voyez, que j'avais identifié qu'il y avait un petit problème avec ma psy, un problème social. Une souffrance, un truc à identifier, mais on ne savait pas ce qu'il y avait derrière. Alors, à côté de ça, donc j'ai appris. Alors, je vais pas citer deux personnes de ma famille, mais on va dire il y a un membre de ma famille qui a eu une révélation, qui lui s'est intéressé au sujet de l'autisme et qui m'a dit en fait, mais t'es probablement autiste aussi toi, parce qu'il me connaît très 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 bien. J'ai appris aussi dans cette alors pas tout au même moment, mais j'ai appris qu'il y avait eu 3 cas d'autisme diagnostiqués dans ma famille. Alors ma réaction par rapport à tout ça, au début, c'était de cette personne. Bon allez, je crois que je peux le dire quand même, hein, c'est l'un de mes frères. Moi, j'ai 2 frères. Donc c'est l'un de mes frères. Voilà, pour lui, c'était comme une évidence. Mais moi, je refusais quand il me disait, d'ailleurs, pour tout vous dire, là, je suis totalement transparent, hein, j'admets. Vous savez, c'était il y a 2-3 ans, et c'était l'époque où il y avait beaucoup de vidéos sur les HPI. Et moi,
C'est un peu bête hein, de dire ça comme ça. Mais moi, à l'époque, je préférais, parce que ça fait du bien, ça fait plus de bien à l'ego de se retrouver. Voilà, je préférais me retrouver dans le HPI plutôt que dans l'autisme, parce que ça fait un peu plus de bien à l'ego de se dire ah ben en fait mes difficultés, c'est parce que je suis intelligent et c'est pas parce que je suis autiste. Enfin, vous voyez le truc un peu ridicule. N'empêche que bah voilà, moi je l'admets, on est tous pareils, on a notre ego qui cherche à se protéger lui-même. Hein, voilà, bah on est comme ça. Donc à l'époque, je me disais plutôt, sans dire d'être HPI ou quoi, mais plutôt de dire bah c'est peut-être, voilà, moi ça se situe peut-être à ce niveau-là, parce que l'autisme, je me retrouvais pas dedans, pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, que moi je ressens, enfin je veux dire quand quelqu'un sourit, bah, je vois bien qu'il est content, je suis pas, enfin voilà, quand quelqu'un pleure, bah, je vois bien qu'il pleure, quand quelqu'un fait le moindre petit hochement de sourcil et tout, mais je le vois tout de suite, ça, je le vois tout de suite. Bon, ça, on en a parlé tout à l'heure, c'est justement ce qu'on appelle l'hyper-vigilance. Et donc je refusais pour moi, parce que l'autisme, hein, c'est ce manque d'intuition de base sociale qui amène justement dans certains cas, alors après ça dépend des cas, on n'a pas tous les mêmes réactions, comme vous savez, hein, chacun vit l'autisme de façon différente, on a tous un ensemble, enfin notre psychologie, notre vécu, etc. Mais dans certains cas justement, le manque de compréhension, enfin plutôt le manque d'intuition, ça peut être compensé par une hyper mentalisation, une hyper vigilance. C'est le cerveau, c'est le mental qui prend la suite. Mais moi, ce qui est dingue, et là vraiment je me mets à nu, hein, mais ce qui est dingue, c'est, ça va vous paraître incroyable, mais c'est même quand mon frère me parlait d'autisme dans mon cas, je lui disais, mais moi c'est l'exact inverse. Justement, j'avais ce sentiment parce que j'allais plus loin, je le voyais bien, parce que quand j'en parlais avec les gens autour de moi, etc., il n'y a personne qui a fouillé autant la psychologie, la compréhension des biais cognitifs, la compréhension de l'humain. Moi, je suis allé très loin dans tout ça, dans l'analyse. Et justement parce que pour moi, tout ça est conscient, et justement parce que, suite aux interactions sociales, j'adore analyser et me dire « Ah, mais voilà, mais lui a dit ça pour telle raison ». En fait, c'est comme si je me sentais avoir, allez, je vais pas cacher mes mots, hein, je vous dis ce que je ressens, ce que je ressentais à l'époque. C'est comme si je me sentais avoir une intelligence humaine peut-être plus grande que certaines personnes autour de moi. Et pour moi, ça niait de base le concept de l'autisme. Donc, partant de cette idée, le chemin, il a été long ensuite pour venir au cas de l'autisme. Alors, je vais parler maintenant de justement, j'ai continué dans ma démarche après avoir, parlé à mon frère, comment dire? Après que mon frère m'ait parlé de tout ça, moi, vous savez, à l'époque, j'étais plutôt dans les vidéos, sur les HPI et tout, comme j'ai dit, à l'époque. Hem Là, je vais devoir faire une petite digression aussi qui est importante. C'est qu'à l'époque, on n'avait pas les mêmes, même il y a 3 ans, on n'avait pas les mêmes connaissances qu'aujourd'hui sur le concept de HPI, bon, qui est très galvaudé. Il y a tout le monde qui a des définitions différentes selon les pays, etc. Voilà, bon. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a 2 3 ans, on remettait encore beaucoup de difficultés liées à d'autres troubles sur le HPI. Avec l'explication qu'on a aujourd'hui, peut-être que je me trompe en tout cas de tout ce que j'ai pu lire après coup et entendre, l'explication ce serait que bah, la plupart des personnes HPI qui ont des difficultés se retrouvent chez les psys, et donc ces personnes-là, c'est souvent celles qui vont avoir d'autres troubles à côté, par exemple TDAH ou bien TSA. Parce que les HPI qui vont bien, bah, les études montrent que, bah, forcément, s'ils vont bien, ils ne vont pas se retrouver chez des psys. Et les études montrent que, en général, les HPI s'en sortent mieux à tout niveau, sont moins anxieux, réussissent mieux professionnellement, réussissent mieux à l'école, etc. Donc à l'époque, il y a 2 3 ans, encore une fois, moi je me reconnaissais dans les difficultés qu'on attribuait au HPI. Donc je suis allé jusqu'à faire un bilan cognitif qui d'ailleurs s'est révélé sans donner les scores. Vous savez que normalement, c'est le score pour être HPI, c'est QI total à 130. Si c'est en dessous, bah non. Si c'est au-dessus, c'est oui. Encore aujourd'hui, il y en a beaucoup qui disent ça. Il y en a d'autres qui, de plus en plus, voient les choses différemment, notamment pour les
pour les personnes qui peuvent présenter des troubles à côté, notamment TSA ou TDAH. Alors moi, mon cas, c'est que j'étais en dessous de la barre des 130. Par contre, pour, la sphère verbale, là, j'étais taquet, taquet, taquet sur... alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sur certains points de la sphère verbale, j'étais taquet. Par contre, sur la sphère verbale, si vous connaissez les tests de QI, il y a aussi un truc de culture générale où là, pour le coup, j'étais carrément en dessous de la moyenne. Là où pour les 2 autres tests, en fait, j'étais au taquet. Donc voilà, déjà, ça signifiait quelque chose, mais je suis sorti de ce test en me disant, bon, bah voilà, j'attendais des réponses, bah, j'entre juste dans une zone grise où bah, je suis en dessous de 130, donc je ne suis pas HPI. Enfin voilà. Alors même que la psychologue qui m'a fait passer les tests, elle a écrit noir sur blanc. Alors, c'était dans le centre Psyrène de Fanny Nussbaum. Et là, c'était le terme phylocognitif, mais voilà, c'est écrit noir sur blanc. Mais c'est quelque chose que j'ai eu du mal à accepter, ne serait-ce que parce que c'est entré en collision directe avec le 130, hein, qui est la limite. Mais. Ce qui est intéressant, parce que ça, on s'en fout. Et même quelqu'un qui apprend, si quelqu'un qui a des difficultés d'ordre relationnel, d'ordre concentration, organisation ou anxiété, en fait, savoir même qu'il est HPI ou pas, non, ça va rien changer, ça va rien apporter. Par contre, moi, ce que ça m'a apporté, c'est qu'après avoir passé ce test, je suis justement allé dans des réseaux sociaux, Facebook et forums, pour parler un peu de mon cas, pour dire je suis un peu perdu, j'ai obtenu ce résultat et tout. Et là, il y a une personne qui m'a dit, alors je ne sais plus son nom, et si je la retrouve un jour, il faudra que j'aille la remercier, mais il y a une personne qui m'a dit, devant mon besoin de compréhension, il s'est dit, mais il m'a dit très respectueusement, mais attention, parce que peut-être qu'il peut y avoir autre chose justement. Que voilà, parce que moi j'avais ce qu'on appelle un QI hétérogène, c'est-à-dire qu'il y a certaines sphères où je performe très très haute et d'autres où je performe bien. Et après, par exemple pour la vitesse de traitement, ça c'est un autre truc, là je suis juste dans la moyenne. Et donc cette personne m'a dit attention, parce que voilà, certaines fois quand il y a des troubles associés, par exemple TDAH ou autisme, ça peut donner lieu à des résultats comme tu as eu. Et là je me suis dit, ah bah là c'est intéressant. Je me suis dit, c'est intéressant. Alors sur le coup, parce que ça revenait parler de... ça entrait en résonance avec ce que mon frère avait dit un peu plus tôt. Et là, j'ai été obligé de réexaminer la piste de l'autisme. Et pourquoi pas TDAH. TDAH, je m'y retrouvais pas mal, dans la lune depuis tout petit, etc. Mais je me disais, bon, je sais pas trop. Mais sur le moment, c'était fatigant pour moi, ce test, cette démarche et tout, ça avait été fatigant. Donc je m'étais dit, on verra plus tard, on laisse tomber. Puis après, j'ai laissé passer... et sur le moment, cette personne m'a conseillé une chaîne YouTube. Ah zut, attendez, je crois que la chaîne YouTube, c'est Mon chien, mon TSA et moi. Je sais pas si elle a été renommée, la chaîne, et je me rappelle plus du nom de l'auteur, là je suis désolé. Je le remettrai en commentaire. C'est une chaîne YouTube que j'adore. Et à ce moment-là, donc cette personne qui m'avait conseillé cette chaîne, waouh, j'avais eu des révélations du style, ce que décrivait la personne. Alors c'était plutôt des vidéos humoristiques, je vous mettrai le lien, allez voir, hein, c'est excellent. Plutôt des vidéos humoristiques et très courtes sur des événements de vie de tous les jours des TSA. Notamment les appels téléphoniques. C'est l'horreur quand on reçoit un appel et on ne sait pas à l'avance de quoi il va être sujet, est-ce qu'on va avoir des décisions à prendre, puis ça nous coupe dans ce qu'on était en train de faire, etc. On est obligé de passer en mode ok, je me concentre, qu'est-ce qui se passe, de quoi il s'agit, etc. Bon, panique. Donc ça c'était l'exemple de sujet. Autre exemple de sujet, les visites à l'improviste. Alors moi, les visites à l'improviste chez moi, mais au secours quoi, ne me faites jamais ça, Quand je suis chez moi, je suis tranquille, c'est ma forteresse, prévenez-moi quoi. Donc voilà, il y avait des tas de petites vidéos comme ça où je me disais, bon non, moi je suis pas autiste, mais par contre, ah ouais, je peux quand même avoir un fonctionnement qui s'en rapproche, voilà, des traits de rigidité, des besoins de routine, etc. Donc il y avait un petit quelque chose comme ça, mais j'ai laissé ensuite le sujet de côté. Et après, si je me rappelle bien, j'étais en train de passer la tondeuse. Ça devait être peut-être en juin 2024. Et je tombe sur une interview d'une personne, d'un humoriste, et je me rappelle plus le nom, je suis désolé, je me rappelle plus de l'interview. Je me rappelle juste du fait que cette personne était autiste. Elle le dit dans son interview, voilà.
Et moi, quand je l'entendais s'exprimer avec fluidité, participer à l'interview tout à fait normalement, ça m'a fait bugger le cerveau. Parce que je me suis dit, mais d'accord. Donc en fait, on peut, on peut être comme ça en étant autiste. Et là, ça a ouvert la possibilité en moi de me dire que bah, même si je suis adapté socialement, même si je suis capable de tenir des conversations, même si je peux être drôle certaines fois, etc., même si je peux comprendre, avec le mécanisme d'hypervigilance et d'analyse, même si je peux comprendre les choses, etc., bah, malgré tout ça, je peux aussi, peut-être, être autiste. Donc vous voyez d'où vient la démarche un peu? C'est pas un truc où j'ai vu 2-3 petites vidéos et je me suis dit ah ouais ça doit être moi, ça explique toutes mes souffrances. Non, j'ai commencé par refuser le truc et petit à petit j'ai commencé à me dire voilà, ah ok, ça pourrait. Alors à partir de ce moment-là, là j'ai bouffé des tonnes. Alors plutôt que des bouquins, j'en ai lu un en anglais, 2 bouquins pour être exact, si ma mémoire est bonne. Après, j'ai surtout regardé des vidéos de témoignages d'autistes parce que c'est ça qui m'a le plus parlé. Parce que vous savez quand on prend les articles scientifiques ou le DSM-5 par exemple, vous savez comment on appelle ça, le recueil de tous les troubles mentaux, etc., avec tous les critères pour déterminer les diagnostics différentiels, etc. Quand on lit tout ça, en fait, ça ne nous parle pas parce qu'on n'y connaît rien. Par exemple, pour le trouble de l'attention, quand on nous dit on a des problèmes avec les fonctions exécutives, moi, chaque fois que j'entends ça, je suis obligé de faire une traduction mentale. Ok, c'est planification, organisation, concentration sur la tâche. Et encore, je suis même pas sûr de dire vrai là encore aujourd'hui parce que ce terme-là, fonction exécutive, il me gave au plus haut point parce qu'il n'est pas intuitif pour moi. Dans le même ordre d'idée, côté TSA, l'un des critères, c'est des difficultés. Alors, j'ai plus le terme exact, mais un absence ou des difficultés avec les échanges réciproques sociaux. Mais qu'est-ce que ça veut dire réciproque? Donc pour toutes ces raisons, désolé, je fais des digressions sur digressions, mais pour toutes ces raisons, en fait, moi, ce qui m'a parlé, c'est d'entendre les TSA qui, eux, ont été diagnostiqués et qui, du coup, ont pu parler de ce qu'ils vivaient au quotidien. Et là, ça m'a permis de comprendre, ok, qu'est-ce qui se joue. Et par exemple, dans la notion d'interaction réciproque, moi, ce que j'ai compris sur le tard, c'est que en tant qu'autiste, on peut avoir une interaction qui est fluide en apparence, qui peut être tout à fait réussie, et pour lequel, surtout quand on est camouflé, c'est-à-dire qu'on masque notre différence et qu'on se suradapte, ben dans ce cas-là, ça peut être tout à fait fluide et les autres peuvent ne rien percevoir du tout. Et c'est pour ça que, comme moi, à 41 ans, on peut être autiste. Alors, j'en ai pas encore la confirmation, vous l'avez compris, mais on peut l'être et sans que personne ne puisse nous le pointer du doigt, sauf dans mon cas, l'un de mes frères. Parce qu'on s'en sort très bien. Mais de façon en interne, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on est dans un processus mental, donc on est détaché de nous-mêmes pour s'adapter à l'autre. Et c'est en ce sens que c'est pas réciproque. C'est pas réciproque. Si c'était réciproque, on sortirait de l'échange en se disant « Ah bah c'était agréable pour moi, ça m'a fait du bien ». Alors que moi, souvent, quand je sors d'un échange pour lequel je me suis suradapté, je me dis pas « Ah c'était agréable, trop cool, ça m'a fait plaisir de voir la personne ». Je me suis juste dit « Ah cool, j'ai réussi à performer ». Vous voyez, c'est un peu un vocabulaire d'acteur que j'ai réussi à performer. En gros, j'ai réussi ou même ce que je me dis parfois, c'est « Bah tu vois, t'es normal ». Ma première réaction, c'est de dire « Tu vois, t'es normal ». Et ma première réaction, c'est pas de me dire « C'était sympa, mon ressenti était cool ». Ma première réaction, c'était plutôt de me dire « T'es normal » dans le sens où t'as réussi à avoir une interaction réussie. Donc, ok. Là, je suis en train de bugger parce que je suis en train de me dire « Je suis au soleil, j'ai pas mis de crème solaire ». Donc, je vais juste prendre la perche pour aller me mettre ailleurs parce que j'ai une peau très sensible. Et on va continuer ensemble cette discussion. Donc, j'étais en train de dire... On va se mettre à l'ombre là-bas. J'étais en train de dire que j'ai bouffé, vidéo sur vidéo. Et à partir de ce moment-là, je me suis mis à écrire des notes, à repenser à tout mon passé, tous les éléments du passé qui correspondaient à ça. Donc c'est là où on pourrait dire qu'il y a le biais de confirmation qui entre en jeu, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'identifie dans un profil, bah après on peut choisir tous les éléments de notre vécu qui confirment cela. Mais
Mais, quand tout coïncide, parce que l'autisme, c'est pas juste des difficultés sociales, hein. C'est un besoin de... Alors, il y a l'hypersensibilité. Moi, par exemple, c'est l'hypersensibilité auditive. On va revenir dessus plus tard. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tout coïncide et que les exemples, c'est pas juste des exemples génériques, hein. C'est pas des exemples des génériques du style ah oui, je me reconnais là-dedans. Moi, je suis fatigué après les interactions sociales. Non, ça peut être des exemples du type, moi quand on a une fête à la maison, par exemple pour fêter l'anniversaire de ma chérie, c'est du type, je suis obligé d'aller m'isoler 3 fois dans une soirée. Je vais m'isoler, voilà, je me mets un casque anti-bruit ou alors je me recentre sur des sujets qui m'intéressent sur le moment, et cetera. Vous voyez? Donc biais de confirmation, OK, mais après quand pour nous-mêmes, on a des exemples qui sont tellement précis et pertinents, je crois qu'il s'agit de pas tomber dans le piège de notre propre peur de tomber dans le biais de confirmation pour nous-mêmes. Donc, je me suis fait un document de fou et j'ai regardé j'ai eu des émotions très fortes liées au fait que quand je me suis reconnu dans les gens, et parfois même, ça je peux vous le raconter aussi, il y a eu un film d'animation, Willy et Terre Inconnue ou un truc comme ça. Je sais plus le nom exact, je suis désolé, mais c'est l'histoire d'un garçon qui fait un voyage spatial avec ses parents et puis pour des raisons techniques, je suis pas complètement à Londres. Pour des raisons techniques, il se retrouve tout seul dans une petite navette qui va atterrir. Il est séparé de ses parents. Et dans cette petite navette, je sais pas si c'est le terme, il atterrit sur une planète. Et il y a un robot qui était dans cette petite capsule là et dont le rôle est d'assurer la survie des personnes avec lesquelles il se trouve. Et en fait, ce robot, c'est génial parce que lui, c'est un robot, il est algorithmique. Et quand il voit, par exemple, l'enfant qui, lui, est humain, a des émotions, etc., en fait, il va tout analyser comme je disais, avec des algorithmes. Par exemple, quand il s'allume et qu'il prend conscience que l'enfant, il est paniqué sur une planète qu'il ne connaît pas, etc., il allume son algorithme. Alors, on voit avec la caméra qui fait tchit, 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 qui se met sur les yeux de l'enfant, détection, bouche vers le bas, pleure, il est triste. Donc, il cherche dans sa base de données quand enfant est triste, lui faire plaisir. Et là, il sort une tablette de chocolat des réserves alimentaires et il donne à l'enfant. Il donne, et voilà, il donne à l'enfant le chocolat. Et là, l'enfant, le fait de sentir qu'il a un robot qui a été attentif à son émotion et qu'il a écouté et qui lui a donné une tablette de chocolat, ça a apporté un réconfort à l'enfant qui fait qu'après, il était beaucoup plus léger, il avait le sourire, il rigolait parce qu'il se sentait moins seul. Sauf que un peu plus tard, pour différentes raisons, en fait, l'enfant, il se lie d'amitié avec un autre animal, mais pour différentes raisons, le robot, il estime que faut pas qu'il reste ami avec l'animal, donc il va faire tout pour casser la relation avec l'animal. Et quand l'enfant comprend ça, que le robot cherche à l'éloigner de son nouvel ami, en fait, l'enfant, il est en colère. Et là, le robot, ce qu'il fait, c'est absolument génial. C'est-à-dire, il détecte la colère, le mal-être de la personne, et il va appliquer le même raisonnement qu'il a appliqué lorsque l'enfant était triste. C'est-à-dire, s'il n'est pas content, hop, je vais lui donner du chocolat. Sauf qu'à ce moment-là, la cause justement première de... Désolé, notification, tac. La cause première du malaise de l'enfant, c'était le robot lui-même. Donc qu'est-ce qu'il a fait l'enfant? Alors je sais plus ce qu'il fait, mais il a jeté le chocolat et ça l'a énervé de plus belle qu'en fait le robot ne comprenne pas ou ne le soutienne pas ou ne comprenne pas ce qui se passe. Et en fait, oh là là, mais les émotions que ça m'a fait quand j'ai vu ça, parce qu'en fait, je me suis dit, mais je suis un putain de robot. C'est-à-dire qu'en fait, ce que fait le robot, alors moi, bien sûr, ça fait 41 ans que je fais ça, donc c'est beaucoup plus fin. Et heureusement, avec certaines personnes, on se connaît bien, on n'a pas besoin d'aller autant dans l'analyse, de tout calculer, d'appliquer l'algorithme et tout. Mais
en contexte social, moi, je me sens un peu comme ce robot. C'est-à-dire que parfois, je ressens un mal-être chez les gens, mais je ne sais pas forcément pourquoi. Et du coup, je vais essayer de faire des choses que j'estime être bonnes pour que la personne aille bien, mais parfois je peux être complètement à côté de la plaque. Et surtout, pendant ce temps-là, je reviens un peu comme un disque rayé sur cette idée, mais parce qu'elle me tient à cœur, c'est que quand on est dans l'analyse, quand on est dans le contrôle de la situation, parce que justement on perçoit pas tout le contexte ou on le perçoit pas intuitivement, ben dans ce cas-là, c'est le mental qui prend la suite, c'est le contrôle qui prend la suite, encore une fois pour améliorer la situation, pour que nous-mêmes on soit mieux, pour que l'autre soit mieux, mais ça crée un décalage avec nous-mêmes parce que toutes les fois où on est dans le mental, et ben en fait, on n'est pas dans une réaction spontanée. Et ça, c'est extrêmement énergivore. Et à la fin, donc on peut le faire de temps en temps, ça peut être très pertinent, mais si on le fait tout le temps et partout, bah, ça peut mener à des burn-out autistiques. C'est-à-dire au bout d'un moment, se dire que bah, le fait d'avoir des interactions sociales comme j'en ai l'habitude, qui se passent très bien, bah, j'en suis plus capable aujourd'hui. En tout cas, j'en suis plus capable pendant certains jours. Même, et ça m'est arrivé moi-même, juste de dire, une amie qui venait voir ma femme, par exemple, d'habitude, je viens, je dis bonjour avec le sourire, ça va, ouais, et puis après, je me barre. Je peux le faire hein, pendant quelques secondes. Bah, ça m'est arrivé d'avoir des jours où même ça, juste dire bonjour en ayant le sourire, je ne pouvais pas. Donc l'alternative, c'était quoi? C'était d'arriver en tirant la gueule. Mais ça, pour moi, en tout cas, peut-être un jour, j'y arriverai. Mais ça, pour moi, aujourd'hui, c'est difficile. C'est-à-dire que je préfère ne pas dire bonjour du tout plutôt que me présenter dans l'état dans lequel je suis actuellement. Voilà. Mais sachant que ça, tout le monde le fait. Même, attendez, je me remets un peu plus à l'ombre. Même les neurotypiques. Hein. Après, il ne s'agit pas d'être 100% authentique tout le temps. C'est-à-dire même quand quelqu'un a des soucis, parfois, on n'est pas obligé de parler de ses soucis. On n'est pas obligé de tirer la gueule, etc. Voilà. Ce que je dis, c'est vraiment que ce fonctionnement, il peut être épuisant quand il est permanent et répété. Avec cette dissociation de soi-même. Ça, j'insiste dessus. Ok, on en est à 36 minutes de vidéo. Bon, bah tout va bien. Bah écoutez, c'est pas grave, je me donne pas de limite de temps. On aborde plein de sujets. Tous ces sujets-là, ils auraient pu faire l'objet d'une vidéo séparée. Mais le fait que je me laisse du temps et que je m'autorise à digresser, bah, c'est un espace qui me fait du bien. Parce que je peux jamais le faire d'habitude, vous savez. J'ai une autre chaîne YouTube, hein, je ne sais pas si vous savez, une autre chaîne de YouTube qui a d'ailleurs un certain succès. J'ai plus de 100 000 abonnés. J'ai une chaîne YouTube pour apprendre la batterie. Et là, je suis tellement dans le perfectionnisme, dans le contrôle pour avoir le plus de clarté possible. Donc, j'enseigne la batterie, un instrument de musique. Que bah, là, ça me fait du bien d'avoir un espace où je ne me prends pas la tête. Je dis les choses comme elles me viennent. Et je pense que ce faisant, même si du coup c'est moins dense en information et peut-être ça apporte moins de valeur par rapport au temps d'écoute, mais peut-être que dans ce genre de vidéo, en tout cas moi c'est mon ressenti quand je consomme des vidéos comme ça, c'est peut-être que la valeur ce sera pas dans le sujet principal de la vidéo, mais parfois ça peut être tout simplement dans des digressions, voilà, où certaines fois il y a quelque chose qui peuvent nous toucher plus ou moins. Alors en tout cas, on va revenir où j'en étais. J'en étais où? Je crois que j'en étais à toutes les vidéos qui m'ont procuré beaucoup d'émotions. Le film d'animation, comme je disais, voilà. Le fait qu'on ait une émotion, ça c'est important aussi. Le fait qu'on ait une émotion quand on est tout seul et qu'on ressent quelque chose, que ce soit de la tristesse ou parfois ça peut être une émotion limite qu'on ait envie de pleurer, mais c'est du soulagement. C'est pas de la tristesse. Moi, c'était du soulagement de dire: «Ah mais enfin je comprends». Je comprends qu'avec ce fonctionnement-là, purée, et une autocompassion aussi, une autocompassion que j'ai pas pu avoir jusque-là. Parce que jusque-là, je me disais, toutes mes merdes, c'est parce que je suis pas assez courageux, parce que je fais pas assez d'efforts ou parce que je lâche pas assez prise. Voilà, on me dit toujours, mais lâche le mental, lâche le contrôle, etc. Sauf que pourquoi à la base j'ai le contrôle, pourquoi j'ai le mental? Bah parce que peut-être que quand j'étais petit, et peut-être que justement quand j'étais spontané, on m'a fait savoir que mon comportement n'était pas aimable. Est-ce que ça vous parle ça? Donc après, comment vous voulez lâcher le contrôle quand on part de là? Alors malgré tout, et même dans l'hypothèse où je suis autiste, il n'empêche que c'est la vraie bonne démarche à faire, hein, d'arriver à être malgré tout, d'avoir des espaces de spontanéité, des espaces où on est nous-mêmes. Après, on peut continuer de masquer à certains endroits, mais quand même, se retrouver soi-même. Donc, le plus souvent, se lâcher la grappe, oui, c'est la bonne solution. Mais et ça passe par l'étape préliminaire. Justement, je disais, voilà, avant, je culpabilisais de ne pas en faire assez ou justement d'échouer
dans le lâcher-prise. D'échouer dans le lâcher-prise. Donc échec, échec, échec. C'est moi qui échoue. Ça me mettait dans une démarche culpabilisante. Là où, si je me dis, oh, et c'est ce qui s'est passé quand j'ai eu ces éléments de compréhension. Si je me dis, hey mec, c'est pas de ta faute. Ton cerveau, il s'est développé différemment. Et donc les difficultés que tu as, elles ne sont pas liées à une absence d'effort de ta part ou une absence d'implication. Tout ça, c'est pas dû à ça, c'est juste dû à une constitution de base que tu as. Bah, partant de ce principe-là, soulagement, acceptation. Ça, c'est en thérapie, souvent, la thérapie ACT, vous connaissez peut-être, hein, la première étape, c'est l'acceptation. Et c'est à partir de là, après, qu'on peut avancer. Une fois qu'on s'est accepté, on se dit, l'acceptation, c'est OK, je connais mes limites. À partir de là, je sais le chemin que j'ai à faire, mais je ne vais pas me mettre d'objectifs irréalistes. Parce que c'est ça qui nous tue, les objectifs irréalistes. Donc, immense soulagement de comprendre tout ça. Vous ne pouvez pas imaginer. C'est expliquer toute ma vie, y compris les relations intimes, les incompréhensions. Encore aujourd'hui, il y a des trucs, pas plus tard que l'année dernière, dans un groupe d'amis. Vous savez, quand parfois on se retrouve, souvent il y a des personnes, que ce soit homme ou fille, d'ailleurs, j'allais dire fille, femme ou homme, ou peu importe, n'importe qui. Souvent, il y a des remarques sur la façon dont sont habillés les gens. Ah, j'aime bien ta nouvelle chemise. Ah, j'aime bien tes pompes. J'aime bien ci, j'aime bien ça. Il y a une fois où moi, du coup, j'imite les codes. Il y a une fois où justement, j'ai vu qu'il y avait une fille de notre groupe d'amis qui était bien habillée. Je lui dis, ah, ça te va super bien cette robe et tout. Et là, je me suis pris la remarque, alors même pas de son mec, mais dans notre pote, de dire, ah ouais, ça te dérange pas de draguer la femme de ton pote, toi, ou un truc comme ça. J'ai fait quoi? Et là, par exemple, oui, c'est l'exemple typique d'incompréhension où justement, je pense que moi, il me manque un contexte. Il me manque de savoir que peut-être on peut... Enfin, je sais pas. En fait, je sais même pas. Au moment où je termine cette vidéo, je sais même pas quand on fait des compliments sur la tenue. Est-ce que c'est quand on fait des compliments au sexe opposé que du coup, c'est pris comme de la drague? Ou est-ce que c'était ma façon de le dire qui était pris comme de la drague? Ou même encore pire, je sais pas si vous vous retrouvez dans ces prises de tête là. Ou même encore pire, si ça se trouve, c'était même pas vraiment perçu comme de la drague de la part du pote qui m'a fait la blague, mais c'était juste une blague pour me déstabiliser. Je sais pas. Je sais pas. Et donc c'est ça les choses, moi, qui peuvent me manquer intuitivement. Et donc, comme je disais, une fois que j'ai compris mes limites, après, je peux me détendre avec le fait de me dire, ok, si je comprends pas tout, c'est pas grave. Si je me plante socialement, c'est pas grave. Mais là où avant je voyais ça comme une faute, mais une faute de base, une faute du style, mais pour moi c'était le truc élémentaire de comprendre les règles sociales et de les appliquer. Pour moi, c'est juste le truc où n'importe qui sur Terre, enfin voilà, comprend ces choses-là intuitivement. Et moi, qui par ailleurs performe super bien sur certains sujets, par exemple, c'est pas du tout pour me vanter ou quoi que ce soit, mais par exemple, je suis ingénieur à la base. Voilà, j'ai passé école d'ingénieur avec avant ça des études de classe préparatoire, maths sup, maths spé, avec des choses assez complexes. Et en fait, c'est curieux hein, parfois de se sentir, performant sur certaines choses et de se sentir aussi nul sur des choses aussi basiques que comprendre comment ça fonctionne, les codes sociaux, quoi. Alors je crois que j'ai pas mal insisté sur cet envers du décor avant d'arriver au bilan neuropsy. Ça fait 43 minutes que la vidéo dure. Je crois que là, il faut quand même que j'arrête la vidéo ici. Et le bilan, on va le faire dans une autre vidéo séparée. Parce que là cette vidéo, en fait, contrairement à ce que j'ai dit au début, où l'entrée, c'était le doute.
Bah là, en fait, je termine ma vidéo. Vous voyez, en faisant ma vidéo, je termine plutôt avec une sorte de certitude profonde. À ce moment-là, en tout cas, moi, j'étais persuadé. Je disais à mon entourage, enfin mon entourage très proche, à ce moment-là, je disais, pour moi, je suis sûr à 99%. Il y a toujours 1% où on ne sait pas. On peut se planter, comme je disais, on peut ne pas tout voir. Parfois, on peut se tromper de choses. On peut croire. Et moi-même, le bilan m'a révélé certaines choses, hein. Le bilan m'a révélé certaines choses que j'ai sous-estimées, notamment mon TDAH. Et ça, c'est ce qu'on va voir dans une prochaine vidéo. Mais déjà, voilà, je voulais vous donner l'envers du décor de ma démarche et de ce qui m'a amené à penser que je pouvais être sur le spectre TSA. Et donc après, il me restait juste une seule chose, bah, c'est à me prouver à moi-même que j'étais pas fou. Donc armé de mon dossier de 9 pages, eh ben, j'ai pris mon courage à deux mains pour aller... Alors j'avais pas le courage d'attendre un bilan, bah, ça je le dirai dans la prochaine vidéo. Donc j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai réalisé un bilan. Allez, on arrête ici.